Bonjour, je suis Alexis Imeros et vous écoutez Un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Mon invité du jour est l'un de ces êtres qui, sans le vouloir, deviennent des exemples, des modèles, des icônes pour toutes celles et ceux qui partagent le même chemin chaotique de vie. Celui-ci commence sur l'île de la Réunion, à 9388 km de l'Hexagone, et est marqué par un ouragan particulier qu'on appelle différence, la norme sociétale. En effet, l'artiste dont je fais le portrait a, très jeune, ressenti un attrait particulier pour des jeux et des occupations qu'on attribue habituellement au sexe opposé du sien, puis développé des goûts vestimentaires contraires à ce qu'on attendait de son genre. Autre complication, l'attirance amoureuse de cette personnalité de la danse et du spectacle ne s'est jamais cristallisée ailleurs que sur d'autres personnes du même sexe qu'elle. Si je me permets de dévoiler autant de détails intimes de la vie de mon invité, c'est qu'à la faveur d'un livre, ces détails ont été racontés, dévoilés de son plein gré, pour faire œuvre de témoignage, de preuve par l'écrit et par l'image, s'il était nécessaire, des difficultés du parcours de la transidentité, attestant de la complexité de la transition de genre. Car c'est un acte militant que porte cet artiste aux multiples talents, en participant et en remportant le concours de Miss Trans 2020. Par cette participation, cette personnalité prouve qu'on peut réussir à concrétiser ses rêves, même s'ils semblent impossibles. Aussi, dans sa vie, se donne-t-elle la mission de déconstruire des stéréotypes et de sensibiliser la société aux enjeux de visibilité de la communauté LGBTQIA+. C'est ainsi qu'en plus de ses chansons et ses spectacles, cette vedette réunionnaise défend ardemment le documentaire qui lui est consacré, De l'évolution à la révolution, réalisé par Florian Sioffi. Dans celui-ci, c'est son histoire et ses valeurs qui sont mises en image, ainsi que son île, dont la magie tellurique vibre dans chacun des plans. Et pour en savoir plus sur ce qui donne la force à cet artiste engagé contre les normes sociétales, j'ai profité de sa visite en métropole pour la retrouver à Palais-Royal, au café Le Nemours, et prendre avec elle un café au comptoir. Bonjour Louise. Bonjour Alexis. Être une artiste trans, est-ce que c'est nécessairement être investi d'une mission ? Alors, c'est pas nécessairement être investi d'une mission, parce que je pense que toutes les artistes trans ne le sont pas. Moi, c'est un choix personnel, parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, j'ai vécu à l'île de la Réunion. Et à l'époque où j'ai démarré ma transition, moi, j'avais pas forcément de modèle, que ce soit à l'île de la Réunion ou en métropole, parce que forcément, je suis d'une génération un peu plus âgée. Et donc, il n'y avait pas forcément les réseaux sociaux à l'époque. Et j'ai cruellement manqué de repères, de modèles. Et je me suis dit, comme avant ma transition, j'étais déjà un petit peu médiatisée à La Réunion. Je me suis dit, de toute façon, quand tu vas la faire, si tu veux continuer à faire tes activités artistiques, ça va forcément se savoir. Donc, porte-le. Assume-le fièrement et peut-être que à ton tour tu deviendras un peu ce repère que toi tu n'as pas eu en fait et si ça peut aider d'autres personnes. C'est quelque chose qui a manqué dans votre jeunesse ? Dans mon parcours, oui, carrément, parce que forcément, moi, j'ai grandi à une époque où il n'y avait pas Internet, etc. Donc forcément, c'était plus compliqué. Et j'ai mis le mot transidentité sur mon mal-être à 24 ans, sauf que j'ai mis 10 ans entre le moment où j'ai mis le mot transidentité sur ce mal-être et le moment où j'ai fait ma transition. Pourquoi ? Parce que justement, j'avais pas de repères, j'avais pas de modèle de référence, je savais pas que c'était possible. Et donc voilà, j'ai dû entreprendre toutes les démarches à un moment donné seule. Et puis parce que forcément, entre 24 ans et 34 ans, Internet s'est développé, on en parlait d'apprentissage, etc. La parole s'est libérée ? Pas tout à fait. C'est vraiment, je vais dire que c'est vraiment à l'âge de 32 ans à peu près que j'ai commencé à voir des personnes documenter leur parcours de transition sur YouTube par exemple. Mais c'était encore tout nouveau en fait. On n'en parlait pas comme aujourd'hui. Donc en fait, vous étiez déjà une artiste à la base, artiste depuis très jeune, parce que chorégraphe, danseuse, et puis chanteuse. Il y a plusieurs singles. Mais est-ce que c'est encore plus important quand on vient d'une île ? La Réunion a vraiment un statut très singulier dans l'océan Indien. Est-ce qu'on se doit encore plus de représenter cette île et puis de représenter ses valeurs et représenter ce que j'allais dire, sa différence, si vous me permettez d'appeler ça ainsi ? Alors, c'est vrai qu'on
on a un côté très... Alors, la France a un côté très chauvin, mais la Réunion a aussi un côté très chauvin. Et c'est vrai que quand on a cette possibilité en tant que Réunionnais de s'exporter, de faire des choses ailleurs, souvent on aime bien dire qu'on vient de la Réunion parce que c'est un petit peu une fierté, parce que c'est un petit caillou perdu dans l'océan Indien, où on pense en fait que finalement, quand on y est, tout se limite à ce qui est sur l'île. Et en fait, on aime bien montrer ce qu'on est capable de faire. Et généralement, quand on sort comme ça, les Réunionnais ils sont assez fiers aussi de ce qu'on est, de ce qu'on représente. Bon, après, ça dépend aussi de ce qu'on fait, forcément. mais oui, il y a une espèce de fierté comme ça. Et moi, c'était important de montrer aussi que cette communauté, elle existe à La Réunion. Est-ce que vous trouvez que c'est plus dur de faire partie de la communauté LGBT à La Réunion qu'en métropole, par exemple ? On va pas se mentir, c'est moins évident. Parce plus que de forcément, préjugés ? je pense qu'en fait, on peut faire un parallèle avec certaines provinces. Tout simplement de la métropole, puisqu'en fait je pense que dans des grandes villes comme Paris, Lyon, c'est plus simple d'être LGBT parce qu'on se refond un peu plus dans la masse, alors que peut-être dans des petits villages ou dans des petites villes c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense qu'en fait la Réunion ça fait un petit peu partie de cette catégorie là où les choses avance, parce que c'est vrai qu'il y a 10 ans, avec le mariage pour tous, de plus en plus, il y a eu des personnes qui se sont visibilisées, qui se sont mariées, et donc, n'importe quel Réunionnais aujourd'hui a déjà vu deux personnes du même sexe en train de faire des photos quelque part ou sortir de la mairie, etc. Et donc, je pense que petit à petit, ça entre dans un inconscient collectif. Il y a eu une évolution des mentalités. Oui, je pense qu'il y a eu aussi une évolution parce que il y a ce type de travail que moi je fais, parce qu'il y a aussi le travail d'association, l'association Horizon dont moi je suis la marraine qui œuvre en fait pour les droits LGBTQIA+ à La Réunion. Il y a une autre association qui s'appelle Requeer qui milite davantage de manière artistique et c'est nouveau, c'est parce qu'on a eu notre toute première marche des fiertés en 2021. Ce qui est pas si loin, mais ça montre quand même qu'il y a quand même une évolution des mentalités, que les gens en entendent davantage parler, et même si c'est encore difficile parce qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui se font rejeter par leur famille, etc. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été impulsé depuis 3-4 ans et qui va dans le bon sens. Ce parcours, vous l'avez raconté dans un documentaire et dans un livre. Comment il est né ce livre et comment sont nées ces envies de faire à la fois le documentaire, à la fois le livre, à la fois d'aller témoigner? Il y a un moment où on est sollicité, ou il y a un moment où on va voir les associations, on se dit ok, moi j'ai envie de témoigner? Alors, c'est deux choses un petit peu particulières. Le documentaire, en fait, donc moi j'ai été élue Miss Trans France en 2021, en 2020. Pardon. Et à l'époque, en fait, on m'avait sollicité, Canal+, Réunion m'avait sollicité pour être jury d'un appel à projet à contenu à impact positif, en fait. Et donc, j'ai commencé à travailler cet appel à projet, et Canal me disait, écoute, nous, on essaye vraiment d'être efficace sur tous les sujets, mais on t'avoue que sur les thématiques LGBTQIA+, on n'a pas vraiment de contenu. Et donc, on aimerait bien travailler avec toi sur un projet. Et à ce moment-là, moi, je n'étais pas encore Miss Trans France à ce moment-là. Leur directrice de com était en congé mat. Et on se dit, on se donne rendez-vous dans quelques mois pour se mettre autour d'une table et voir ce qu'on peut raconter, quoi. Entre-temps, moi, je deviens Miss Trans France à titre honorifique. Et là, je vis un truc à Paris qui est assez incroyable parce que moi, j'ai grandi dans une petite case en bois-sous-tôle à La Réunion et je suis couronnée Miss Trans France dans la grande salle des arcades de l'hôtel de ville avec des ministres, des députés européens. En plein etc. Covid, c'est ça? Non, c'était après. Après le Covid. C'était fin 2021. C'était en octobre 2021, donc on avait un peu laissé passer voilà. Et je me rends compte que ce que je suis en train de vivre est quand même assez exceptionnel pour une fille comme moi, des îles, et qui a mon parcours. Et je me dis, en fait, c'est ça qu'il faut raconter. Donc à mon retour à l'île de la Réunion, forcément une Réunionnaise qui devient Miss Trans France, les médias s'en ont emparé. Donc à mon retour à la Réunion, je dis à Canal, allez go, on se voit, mais c'est même pas la peine de cogiter, je sais ce que je vais vous proposer. Et je suis arrivée avec une petite bande-annonce avec mon réalisateur Florian Sophie, on se connaissait déjà, on avait déjà travaillé sur des clips ensemble, et je lui ai dit, vas-y, viens à mon premier shooting de Miss Trans France et fais un petit medley d'images que tu as de moi. Et
moi, je fais une voix off et je présente ça à Canal quand j'arrive à La Réunion. Ils ont vu, ça a duré 45 secondes et ils m'ont dit tout de suite, on en achète. Et on veut l'exclusivité. Et donc, c'est parti comme ça. Et ensuite, j'ai commencé à travailler là-dessus en début 2022. Et c'est le hasard qui a fait que je me retrouve dans le bureau de Jean-Luc Romero, élu à la ville de Paris. Voilà, élu à la ville de Paris. On se connaissait, on s'était rencontrés à La Réunion. Et il me dit, vas-y, Louise, on se fait une petite photo pour mes réseaux, tout ça. Et il publie ma photo donc sur ses réseaux. Et c'est comme ça que mon directeur de publication découvre mon parcours et me contacte pour me proposer d'écrire ce livre. Voilà. Formidable. Jean-Luc Romero, qui est un des militants de la première heure de la cause LGBT en France. C'est sa délégation. C'est sa délégation, bien sûr. Paris, ouais. Dans ce livre, vous livrez énormément de vous-même. C'est un témoignage intime très puissant. En même temps, ce qu'on ressent à la lecture de ce livre, c'est beaucoup de bienveillance autour de vous. Et ça vous a accompagné tout le temps, j'ai l'impression. Ça m'a accompagnée tout le temps. Alors c'est vrai que moi j'ai eu un parcours qui à des moments a été forcément difficile, mais je fais vraiment partie de la team verre à moitié plein. Et quand j'ai un objectif, s'il y a une porte qui est fermée en face de moi, je vais me dire ok, je peux pas y aller par ce chemin-là, je vais passer par un sentier et je vais y arriver quoi. Et ça a toujours été ma façon de penser. Et du coup, j'ai toujours essayé de chercher du positif dans les choses difficiles qui m'arrivaient et je me suis jamais j'ai jamais été en mode oh mon Dieu mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est difficile, etc. Et c'est pour ça que j'ai voulu le transmettre aussi de cette façon-là, que ce soit dans le film ou dans le livre. Il y a des moments où je fais part, que ce soit dans le film ou dans le livre, des difficultés que j'ai eues, mais je m'y attarde pas forcément parce que pour moi, en fait, l'important n'est pas le problème, c'est la solution. L'optimisme, ouais. À toute épreuve. D'ailleurs, vous êtes là avec un énorme sourire. Et ça fait du bien en ce début de semaine quand on enregistre là comme ça. Et on va faire un vrai ou faux, Louise. Ok. Un café au comptoir. Vrai ou faux, Louise, vous avez appris à danser en regardant des cassettes vidéo de Michael Jackson. Vrai. Comme je disais tout à l'heure, quand j'étais ado, moi j'avais pas encore internet, YouTube, tout ça, et donc ouais, j'ai passé beaucoup d'heures en fait à regarder des cassettes de Michael Jackson. À faire le moonwalk. Ouais. Ouais, en plus c'est vrai. Je sais même le faire. Je sais pas si j'ai perdu un peu, mais. Et j'ai lu Britney Spears également. Et Britney Spears aussi. C'était la même période où Britney, elle commençait à émerger. Et donc j'enregistrais, dès qu'il y avait un clip et tout qui passait à la télé, je l'enregistrais avec ma cassette vidéo et après j'essayais de reproduire les chorégraphies, quoi. Je veux voir. Vrai ou faux, quand vous étiez enfant, les jours de pluie, vous deviez mettre des sacs plastiques autour de vos chaussures tellement il y avait de boue sur les chemins pour aller à l'école. Vrai, j'habitais dans la Cambrousse réunionnaise, comme je disais tout à l'heure, dans une petite case en bois sous tôle. Et donc on n'avait pas de chemin bitumé qui arrivait jusqu'à chez nous. Donc quand il pleuvait, c'était vraiment la gadoue. Et donc on avait, pour éviter en fait de nous dégueulasser les chaussures, on mettait des sacs plastiques, voilà, sur nos chaussures pour. Vous y repensez à ces moments, comment ça? Oui, carrément. Il y a pas rude. longtemps, j'ai fait une interview pour la télévision réunionnaise, pour l'antenne Réunion, où l'idée, en fait, c'est d'aller avec un artiste sur un lieu qui a compté pour lui. Et c'était dans la continuité de la promo de mon livre. Et donc, on est reparti sur ces lieux-là. En plus, il pleuvait, donc c'était parfait. On était vraiment. Vous avez eu vos sacs plastiques ou pas? On n'a pas mis les sacs plastiques, mais en tout cas, c'était un moment super fort de me retrouver finalement dans cette campagne réunionnaise avec ce livre-là. C'était un moment très fort. Vrai ou faux, vous trouvez que beaucoup de concours de beauté trans propagent une image trop marquée bimbo, à votre avis? Vrai. Vrai et faux. Ça dépend des concours. Parce que c'est une question intéressante en même temps. Ouais. Ça dépend des concours. En vrai, je pense que c'est pas les concours, c'est plus les candidates. C'est-à-dire que les concours aujourd'hui, si je parle par exemple de Miss International Queen ou de Miss Trans France, c'est des concours en fait très très engagés qui privilégient beaucoup, par exemple comme Miss Trans France, où il n'y a pas de critères en fait physiques, etc. Il n'y a pas de critères d'âge. C'est vraiment, on va essayer vraiment de d'élire une ambassadrice qui sera là pour prendre la parole sur ces questions-là, être capable d'apporter un point de vue, soutenir des causes, des associations, etc.
On est là vraiment sur la visibilité, Voilà, même sur un engagement politique d'ailleurs. Voilà, c'est un peu le même cas que Miss International Queen, qui est un peu en fait le Miss Univers pour les femmes trans. Donc forcément, là, on est quand même un peu plus sur du physique, du glamour, etc. Mais honnêtement, moi qui ai participé en 2020, avant d'être Miss Trans France, c'était la première fois. Ça faisait 2 ans que j'avais démarré ma transition. C'était la première fois que j'allais sur un concours comme ça, et je me suis dit, mon Dieu, est-ce que je vais me retrouver dans un truc de bimbo, etc. Et finalement, non, j'ai été hyper surprise de voir en fait comment, dès le début, toutes les filles s'étaient dit, ok, on est là pour défendre une cause, pour porter un message, pour visibiliser notre parcours, donc on va pas se tirer entre les pattes. Après, bien sûr, qu'il y en a toujours une ou deux sur une trentaine de filles. C'est la compétition, quoi. Voilà, qui sont un peu plus bimbo, qui sont un peu plus. Mais globalement, j'ai trouvé que c'était quand même bon enfant. Vrai ou faux, vous avez le titre de Queen of Diversity. Faux. En fait, ça c'est dans le clip, dans mon clip lundi matin. Exactement. C'est dans un clip. Voilà, exactement. Et en fait, c'était pour faire un petit clin d'œil parce que c'était en 2021 que j'ai sorti ce titre, donc 1 an après avoir été élu meilleur talent à l'élection Miss International Queen. Du coup, c'est vrai que j'étais la première française à être allée aussi loin dans ce concours, à rentrer dans le top 6, etc. Et je me suis dit, bon, allez, faisons un petit clin d'œil. Et comme beaucoup de gens me disaient, oui, mais t'es un peu la reine de la diversité, etc. Donc, ouais, dans ce clip, il y a un moment donné où je suis entourée de personnes qui, pour moi, représentent la diversité. Donc, c'était des personnes porteuses de handicap, des personnes trans, des personnes en surpoids, qui viennent un petit peu heurter, finalement, la société. Et donc, j'avais une demoiselle qui me mettait une couronne et j'avais l'écharpe Queen of Diversity. Vrai ou faux, pour vous, transsexuel et transgenre, c'est pareil? Faux. Alors en fait, non, pas du tout, parce que transsexuel, c'est vrai que déjà c'est un terme médical qui était à l'époque utilisé en fait pour désigner une pathologie psychiatrique. Tout ça a été enlevé en fait par l'OMS en fait des maladies mentales. Donc aujourd'hui, on n'utilise plus ce mot, surtout qu'en fait dans transsexuel il y a asexuel, donc on a en fait tendance à sexualiser en fait la transidentité alors que ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de transgenre. Et une personne transgenre, qu'elle ait subi une réassignation génitale ou pas, c'est une personne transgenre. Point. Et en fait, on met pas la question du sexe là-dedans, tout simplement. Et c'est important de faire cette information, c'est également pour cela que vous militez Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font après, justement, ça apporte des amalgames. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai des copines trans qui sont lesbiennes. Et souvent, les gens me disent, non, mais je comprends pas pourquoi, en fait, elle a fait une transition si elle aime les femmes. Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir, en fait. Son identité de genre et son orientation sexuelle, ce sont deux choses complètement différentes. Et entre son ressenti, ce qu'elle est, et le désir qu'elle peut éprouver pour le sexe opposé ou le même sexe, ça n'a rien à voir. Donc en fait, c'est aussi pour ça que je pense que le terme transgenre, il est plus adapté parce que ça vraiment différencie de l'orientation sexuelle, puisque l'identité de genre n'est pas une orientation sexuelle. En même temps, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on comprend quand on voit le documentaire et quand on lit votre livre, c'est que vous avez envie qu'on vous traite comme une femme et qu'on dise que vous êtes une femme. Et même quand vous avez voulu rencontrer des personnes, il y a un passage où vous racontez avoir été sur des applications de dating et qu'en fait c'était plus simple pour vous de passer par des applications hétéro plutôt que des applications dédiées au monde gay. Ah bah oui, complètement, parce que c'est vrai qu'en tant que femme aujourd'hui, moi quand je marche dans la rue, etc., on m'identifie comme une femme et forcément un homme gay, il aime les hommes et moi j'ai tout sauf la représentation d'un homme aujourd'hui, donc du coup je suis pas draguée au quotidien par des hommes gays mais par des hommes hétéros et souvent ce qui se passait c'est que comme je suis assez facilement identifiée en tant que femme, les gens, au quotidien, rares sont les personnes qui se disent tout de suite ah oui non c'est une meuf trans et donc je me fais en soirée etc souvent draguée par des hommes hétéros et à un moment donné moi je cache pas les choses parce que c'est mon histoire, c'est mon parcours et souvent en fait ils tombent un peu des nues quand ils apprennent vous racontez des scènes assez cocasses dans le livre avec excuse-moi je vais aux toilettes, il revient jamais, des choses comme ça. Voilà. Ça a réellement existé? Oui, c'était pas les toilettes, mais c'est déjà arrivé. Et donc, en fait, c'est vrai que c'est plus facile
pour moi, c'était parce que du coup, j'avoue que finalement, ça me correspond pas vraiment les applications de rencontre, mais ça a été plus facile pour moi à un moment donné d'être sur une application de rencontre puisqu'en fait, je mettais tout. Tout était dit et que la personne en fait qui matchait mon profil, surprise. Normalement, je mets de gros guillemets, Pour on les voit qui pas savent là. lire. Normalement, c'est une personne qui sait, sauf que on va dire qu'il y a 70% des mecs sur ces applications qui ne lisent pas les profils. Enfin, Donc les finalement, voilà. Donc finalement, je me suis souvent retrouvée dans la même situation où je commence à discuter et puis à un moment donné, on me pose des questions et je me dis là, je crois qu'en fait, il a pas tout lu. et voilà. Au-delà du livre et du documentaire, il y a des choses qui se préparent pour les mois à venir, pour continuer cette année 2024. Je sais que vous êtes ambassadrice Pride, pour la Pride House pendant les Jeux Olympiques. Encore une fois, c'est une mission qui est importante pour vous ? Oui, en fait, l'association Fairplay et Paris 2024 m'ont proposé d'être une des ambassadrices donc de la Pride House France, qui sera un lieu inclusif pendant les Jeux. Déjà, moi, j'ai été honorée parce que je me suis dit, petite réunionnaise que je suis, on vient me solliciter pour être ambassadrice de cet événement-là, c'est génial. Et je trouve que c'est super, en fait, parce que c'est un lieu où il y aura vraiment une programmation artistique, un lieu festif le soir, il y aura des diffusions d'épreuves, des remises de médailles parfois. Il y aura des rencontres entre athlètes LGBT, le public qui vient là-dessus. Donc je trouve que c'est toujours hyper intéressant, même pour des athlètes en fait qui participent à ces Jeux, de pouvoir avoir un lieu inclusif qui soit pas forcément que LGBT, parce que l'idée c'est pas non plus qu'il y ait que des personnes de la communauté qui viennent. Bien sûr, c'est ouvert, mais c'est cool aussi quoi de pouvoir se retrouver. Surtout que dans le sport, on sait aussi à quel point il peut y avoir de l'homophobie ou de la transphobie. Et combien ça peut être difficile quand on est un Exactement. athlète de la communauté LGBT de pouvoir dire que... Exactement. Donc oui. je trouve que c'est super intéressant de se dire que qu'il y aura quand même un espace pendant cette période qui sera quand même forte en fait pour ces athlètes, de se dire qu'ils pourront se retrouver dans un endroit où ils pourront tout simplement être eux quoi. Et donc ouais non, c'était important pour moi que d'accepter cette mission, surtout que pour le coup je devrais rentrer aussi dans la programmation artistique et En tant que chanteuse. En tant que chanteuse. Waouh. Et je devrais aussi animer un podcast qui s'appelle que j'ai développé il y a quelques temps, qui s'appelle le Queer Code de Louise, où je vais recevoir justement des sportifs, des anciens médaillés olympiques, et qui viendront un petit peu me parler de leur parcours dans un format un petit peu original et feel good. Mais oui, toujours avec un côté, on en parlait tout à l'heure, positif, vraiment toujours avec une sorte de pêche et de bonne humeur qui vous est propre. On le sent dans les chansons, on le sent dans ce projet de podcast également. Là, il y a également un deuxième documentaire qui va s'appeler Identité queer réunionnaise au fil des générations en juin. Ce projet, il est né comment ? Alors, je savais en fait, l'année dernière, je savais que France Télévisions avait un peu dans son cahier des charges, pas une obligation, mais cette contrainte de diffuser du contenu à impact positif et notamment du contenu LGBT. Et donc, comme ils avaient racheté en fait les droits de diffusion de mon film de Canal+, je me suis dit, on y va. je me suis dit, il y a un truc là. Donc, je suis allée les rencontrer. J'aurais dit, écoutez, voilà, moi, je me rends compte, comme je suis marraine d'une association, qu'à La Réunion, il y a encore beaucoup de gens qui pensent que les questions LGBT, quand on est homo, quand on est lesbienne, etc., c'est un truc un peu importé en fait des métros. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a 20-30 ans, qu'on en parle beaucoup, c'est un effet de mode, etc. Alors que pas du tout. Et donc, l'idée, c'était pour moi, en fait, en tant que personnalité réunionnaise, d'aller à la rencontre en fait de personnes LGBT sur 6 décennies différentes. Donc la personne la plus jeune a 17 ans, la personne la plus âgée a 61 ans. Donc j'ai différents profils. J'ai gay, j'ai lesbienne, j'ai un couple lesbienne, j'ai une personne trans, une personne bi. Et l'idée, c'est de montrer en fait que ces questions-là ont toujours existé, que c'est pas un effet de mode, qu'on en parle plus aujourd'hui parce que l'ouverture des médias, etc. Mais qu'il y a des parcours qui ont toujours été là, en dépit de la religion,
et que, par exemple, le couple de lesbiennes, il y en a une qui a 40 et l'autre qui a 50 ans, et il m'explique aussi dans ce docu, par exemple, comment en fait elles ont eu recours à la PMA à une époque où c'était pas autorisé. En partant à l'étranger? Non, elles l'ont fait à La Réunion. Ah ouais. Et comment, malgré tout, elles ont pu bénéficier d'un soutien plus ou moins médical dans leur démarche, etc. Génial. Même si à l'époque, voilà, c'était pas autorisé. Comment on rencontrait il y a 40-50 ans par rapport à aujourd'hui, comment on vivait son homosexualité, est-ce qu'on était obligé de partir, rester. Et donc voilà, donc on retrace un petit peu les conditions de vie des personnes LGBT à La Réunion depuis 50 ans, quoi. C'est marrant parce qu'en fait, on peut croire, en entendant vos singles qui sont certes engagés, mais toujours sur un ton assez léger, que vous êtes juste une artiste de divertissement. Et en réalité, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que j'ai l'impression de voir une militante politique. Donc, ce que je me demande, c'est la phase d'après, c'est-à-dire 2025, 2026, 2027. La carrière de Louise, finalement, est-ce qu'elle va pas prendre un tour un petit peu plus dans son engagement social, encore plus fort dans les années à venir? J'ai rêvé hier soir que j'étais candidate aux élections présidentielles. Ah bah voilà. Mais je ne pense pas que c'est mon objectif. En même temps, je vous le souhaite pas. C'est clair. Mais On doit c'est marrant vraiment en fait s'emmerder, que... hein, Non, mais c'est marrant parce que du coup, j'ai vraiment rêvé de ça hier soir. Et non, je sais pas. Après, c'est vrai que... Alors, c'est vrai qu'on pourrait penser, quand on écoute mes chansons, parce que c'est léger, c'est fun, etc. Mais c'est vrai que si on regarde tous mes clips, dans tous mes clips, quasiment il y a du tous, message. Ouais, il y a du message. Parce que pour moi, ça a toujours été une évidence en tant qu'artiste. Qui est issu de la communauté, de pouvoir sensibiliser de manière subtile, je dirais. Et donc ça a toujours été quelque chose qui a été présent, même avant, hein, quand je faisais mes spectacles, mes comédies musicales, il y avait toujours des petits clins d'œil sur scène, etc. Donc ça a toujours été là, et je pense que ça continuera dans tous les cas. Certes, je ne suis pas qu'une femme trans, je suis avant tout une artiste, je suis avant tout une femme, mais je pense que j'aurai toujours ce désir de, en tout cas, tant qu'à mon sens, il y en aura besoin de sensibiliser et d'éduquer, je pense que j'aurai toujours cette casquette là quelque part, quoi. Et est-ce que vous pensez que effectivement, il y aura toujours besoin de revenir à la charge pour faire accepter C'est une grande question. les différences? Je pense qu'aujourd'hui, les choses avancent. On va pas se mentir. Si on regarde les conditions, ne serait-ce qu'administratives, hein, d'il y a 10 ans encore pour les femmes trans, il y a eu de grosses avancées. Maintenant, je pense qu'en fait, il y a encore un décalage entre les avancées administratives et la réalité du quotidien. Et alors, moi, je suis peut-être un peu bisounours, hein, mais je ne crois pas, en fait, que l'être humain soit fondamentalement mauvais. J'en connais. Ouais, J'en oui, connais. J'imagine. Mais globalement, je pense qu'en fait, que les gens, ils ont peur, en fait, de ce qu'ils connaissent pas. Et que donc, cette méconnaissance induit de l'intolérance. Et que plus, en fait, on va les éduquer, plus on va les sensibiliser, et plus on va leur dire, en fait, c'est normal, il n'y a pas de problème. Plus je pense que ça rentrera dans les mœurs. Et à un moment donné... comme je dis, hein, il y aura toujours des gens bêtes, hein, mais je pense qu'à un moment donné, ce sera beaucoup plus facile pour les générations à venir. Si jamais vous n'aviez pas eu la carrière que vous menez actuellement, ça aurait été quoi? Vous auriez fait quoi? Ah là là, mais alors je sais pas du tout. Parce que des fois, je me dis, des fois, je me pose la question, je me dis, mais si j'étais pas artiste et tout, je crois que je m'ennuierais en fait. C'est vrai qu'on n'en vit pas de l'ennui, hein, mais... Ouais, mais je suis une hyperactive. Des fois, j'ai besoin, des fois vraiment, je vais me dire, je vais m'arrêter là pendant 3-4 jours, je me mets en off, mais au bout du 5e, je suis en mode non, mais alors là, ça va plus du tout, quoi. Donc ouais, autant j'ai besoin de calme par moment, mais ça reste sur des petites périodes. On va faire un peu de fiction, on va imaginer que vous tenez un restaurant ou un bar. Waouh. Voilà. Bah oui, parce que ça s'appelle un café au comptoir ici, donc Ouais. en fait je teste les connaissances en termes de boissons, de café, de préparation de mes invités. Et on va faire un test spécial réunion. Ok. Alors attention, vous parlez à une personne qui ne boit pas d'alcool. Qu'est-ce boit pas de café. Qu'est-ce que le Bourbon pointu? Le Bourbon pointu, c'est un café de l'île de la Réunion. Alors, je ne bois pas de café, mais voilà. Un point. Qu'est-ce qu'un café vanille?
Alors là, je sais pas, je pense que ça doit être un café dans lequel il doit y avoir des essences de vanille. Non ? Autant le Bourbon Pointu, effectivement, c'est le café réunionnais par excellence, que le café de vanille. Le café vanille, c'est un punch au goût de liqueur de café. D'accord, ok. Faudra goûter. Ouais, voilà. Et si je vais à La Réunion et que je demande une dodo, c'est quoi? C'est une bière locale. C'est la fameuse. Ouais, c'est la bière locale à La Réunion. C'est la fameuse bière locale voilà. qui en réalité s'appelle Bourbon, mais tout le monde l'appelle dodo. La dodo, ouais. Parce qu'en fait, c'est l'image en fait qui est sur cette bouteille, c'est le dodo qui est très connu plus à l'île Maurice, disparu, qui est disparu. Et ça s'appelle la dodo, ouais. Merci beaucoup Louise d'avoir été mon invitée pour ce café au comptoir. Je rappelle, Louise, il y a d'abord le livre qui s'appelle Papillon, que je tiens dans la main. Il est là. Il y a le documentaire d'évolution à révolution. Ouais. Il y a un deuxième documentaire, Identité queer réunionnaise au fil des générations, qui sort en juin 2024. Et puis on pourra retrouver Louise en tant qu'ambassadrice à la Pride House pendant les Jeux Olympiques de Paris. Ah. Et bien maintenant on va pouvoir se prendre enfin ce café. Non, prenez pas de café. On boit non, quoi? ça va être un chocolat chaud. On va prendre un chocolat chaud au comptoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alexis. Vous avez écouté Un café au comptoir. Petit mot habituel de chaque fin de podcast, eh bien, allez sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles, c'est encore mieux. Et puis surtout, laissez-nous un petit mot pour expliquer comment c'était bien ce podcast, comment vous l'avez aimé. Vous mettez n'importe quel pseudo, ça on s'en fout. En tout cas, nous, ça nous offre de la visibilité. Allez partager ce podcast avec vos amis, vos collègues, votre famille, allez, qui vous voulez. En tout cas, merci d'être ici et à très 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 bientôt pour un nouveau café au comptoir.